Louis, raconte-nous comment tu as entendu parler de ces bergers des Monts Agros et voilà, comment tu es entré en contact avec eux, comment t'es venu l'idée de ce film? Alors, tout a commencé avec un documentaire en noir et blanc qui s'appelle Grass, qui a été tourné en 1925, je crois, par Joe Shutzak et Cooper, qui sont les deux réalisateurs qui ont réalisé le fameux King Kong en noir et blanc, dont beaucoup d'entre nous ont des images. Et en fait, ils sont partis sur les traces de ces nomades Bartiari. Donc, c'est un film muet en noir et blanc. Qui raconte une transhumance à travers une haute chaîne de montagnes. Et on voit des centaines, des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants qui marchent pieds nus dans la neige avec des dizaines de milliers de têtes de bétail qu'ils lancent dans les rivières pour traverser les cours d'eau, etc. C'était très impressionnant. Et je voulais savoir ce qu'il était devenu de ces Bartiari, savoir s'ils faisaient toujours la transhumance. Donc j'étais sur place une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à trouver les personnages du film. Alors, tu as quand même un lien très, très étroit avec cette région. Tu as réalisé un film dans le Waran, dans le massif du Waran, c'était 7000 mètres au-dessus de la guerre. Tu as réalisé un film Kaboul Cinéma, donc en Afghanistan encore une fois. Tu es, quand même fasciné par l'Orient. Moi, je voulais savoir d'où venait cet intérêt, cet attrait pour cette région du monde. Euh, Il y a quelque chose d'un peu héréditaire. Ma famille a passé beaucoup de temps dans la région, a habité longtemps en Iran jusqu'en 1979, a passé beaucoup de temps en Afghanistan et aujourd'hui habite en Inde. Voilà, j'avais un attrait, je dirais, spontané pour la région et j'ai moyen de passer une douzaine d'années en Afghanistan. Donc je parle le persan, le dari comme on l'appelle en Afghanistan, ou le farsi en Iran. Donc, effectivement, j'ai passé pas mal de temps dans ces pays, dans cette région. J'ai un attrait particulier pour les grands espaces, les chevaux, les bergers. J'ai fait plusieurs documentaires sur les tribus de bergers dans la région. Et je dirais que ce film, cette aventure sur les Bartiari, c'était presque une, euh, une suite naturelle à tout ce que j'avais fait auparavant. Oui, c'est vrai que on se souvient du film Prisonnier de l'Himalaya sur des nomades qui sont eux aussi dans une situation particulière, en pleine mutation. On retrouve plusieurs fois dans ton œuvre ces personnages, ces nomades et ces bergers qui incarnent finalement la fin d'un monde. Alors oui, alors effectivement, ils incarnent la fin d'un monde. Je crois qu'il y a quelque chose d'universel, hein. Moi, j'habite en Jordanie et là, juste devant ma fenêtre, je suis à la lisière de la ville et juste de l'autre côté, il y a un champ sur lequel se sont sédentarisés des bergers qui autrefois étaient nomades. Ils habitent sous des grosses tentes qui ressemblent à celles de l'Iran. Et voilà, maintenant, ça donne à des activités plus agricoles. Ils envoient leurs enfants à l'école. Et je crois qu'il y a quelque chose d'un peu universel dans ces tribus nomades qui disparaissent, qui changent de mode de vie. Les Bartiari étaient 3,5 millions en Iran il y a encore quelques décennies. Aujourd'hui, ils sont plus que quelques milliers à faire cette transhumance à pied. Donc ça va très vite et effectivement, c'est la fin d'un monde. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'esprit de liberté, d'indépendance, cet amour des grands espaces qu'on retrouve chez tous ces peuples de bergers, où qu'ils soient. D'accord, peut-être qu'on y reviendra un peu après sur cette fin, la fin d'un monde, etc. Mais explique-nous comment tu as gagné la confiance de cet instituteur et de ces bergers. Comment ça s'est passé très simplement? Mais ça s'est passé très simplement, c'est-à-dire que les Iraniens sont extrêmement accueillants. Ils ont vraiment une culture qui est tournée vers l'accueil, vers les autres, vers l'étranger. Donc, quand on a fait l'effort de venir leur rendre visite, ils nous accueillent à bras ouverts, sous la tente, etc. Donc, ça a été vraiment très facile. Après, effectivement, il a fallu leur faire comprendre ce que je voulais, c'est-à-dire les accompagner pendant toute la transhumance. On m'a demandé si je voulais pas une voiture, les retrouver à l'arrivée, etc. Et quand ils ont compris qu'on allait vraiment voyager ensemble, partager les épreuves de la route, euh, ils ont, ils ont vraiment accueilli le projet de manière très positive. Et puis les liens se sont forgés petit à petit. Effectivement, quand on marche avec eux jour après jour, euh, il y a des liens très forts qui se tissent. Et puis de manière générale, ils sont toujours très, très heureux d'apparaître sur une photo,
témoigner dans un film, pour laisser quelque chose derrière eux, parce que je crois que, en tout cas, c'était très vivace chez les pères de famille qu'on voit à l'écran. Ils ont vraiment conscience qu'ils sont en train de vivre la fin d'une époque et qui sont peut-être les derniers bergers. Donc, c'était une manière aussi de laisser un testament, un héritage. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la manière dont s'est constituée l'équipe? Combien vous étiez sur place pour tourner ces images? Voilà, comment, d'un point de vue technique, vous avez pu organiser ce tournage dans des conditions, c'est vrai, on s'en doute, très difficiles. Il fallait porter le matériel, il y avait 20 cols à franchir et dont certains à plus de 4000 mètres, donc on imagine bien les difficultés. Oui, eh ben, il fallait, j'ai essayé de transformer les contraintes en opportunités, c'est-à-dire qu'effectivement, il fallait une équipe mobile, légère, donc petite, réactive, avec un dispositif filmique assez léger, c'est-à-dire pas des grosses caméras avec plein d'objectifs, de matbox, enfin pas beaucoup de choses à monter, qu'on puisse tourner assez rapidement. Et en fait, on était quatre dans l'équipe, trois Iraniens et puis moi. Donc, moi, je parle la langue, donc tout le monde parlait le persan, et de cette manière, on a vraiment pu se laisser emporter par le cours des événements. L'idée, c'était voilà, d'être une petite équipe très réactive, très légère. Et les trois autres personnes, donc il y avait une jeune femme qui s'appelle Guélaré Kiazandre, qui était qui s'occupait de la caméra principale. Elle était chef de la photographie. Il y avait Hassan Chabankare qui, lui, s'occupait du son, et Navid Mer qui s'occupait du drone et des questions de production. Et je crois que, enfin même je suis sûr qu'en fait, ils ont tout de suite adhéré au projet parce qu'ils voulaient participer à l'aventure. C'est-à-dire qu'ils ne venaient pas faire un film, mais ils venaient aussi partager le mode de vie des Bakhtiari pendant un mois. Ils venaient effectuer cette transhumance, et le défi humain, sportif, faisait vraiment partie intégrante de l'aventure. Et c'est ça qui leur plaisait. Et Bakhtiaris, si j'ai bien compris, ça veut dire chance ou qui a de la chance. Est-ce que vous avez, en tout cas c'est ce qu'on entend dans le film, et il y a un dicton qui dit que quand les Bakhtiaris auront disparu, peut-être que certains, en tout cas les Iraniens, cesseront d'avoir de la chance. Est-ce que vous avez eu de la chance parfois dans ce tournage? On vous voit traverser des rivières, ça a l'air assez périlleux. Est-ce que vous avez eu des sueurs froides ou des coups de chaud? Alors, alors Bakhtiari, effectivement, ça veut dire qui a de la chance. Les Bakhtiari sont l'identité des Bakhtiari a vraiment forgé l'identité iranienne. C'est-à-dire que le Shah d'Iran était marié à une femme Bakhtiari. Les Bakhtiari sont 3,5 millions, donc ils ont vraiment imprégné l'Iran de leur identité. C'est eux qui ont fourni en bétail tout le pays, et on peut se demander quel est l'avenir d'un si grand pays sans les Bakhtiari. Nous, effectivement, on a beaucoup profiter de la chance. Après, la chance, ça se provoque aussi. Euh, on a eu, oui, des coups de chaud, effectivement. C'est toujours compliqué de se lancer dans une grande traversée comme ça, en autonomie, avec des animaux qui passent en haut de précipices. On a eu beaucoup de chance parce qu'on a réussi le film, on est rentré avec le film sans perte de matériel, sans perte humaine. On a eu quelques frayeurs avec une entorse à la cheville, avec des maux d'altitude. Euh, Effectivement, là, il n'y a pas de retour en arrière possible, quoi. Il n'y a pas de voiture balai qui passe derrière, il n'y a pas de serre-fil qui peut nous secourir. Donc, de manière générale, ça s'est très bien passé, on s'est très bien entendu, on a réussi à finir le film, à relever l'exploit sportif. Donc ça, c'est vraiment une chance en soi. Euh, et effectivement, ben, tous les jours, chaque journée, apporter son lot de surprises, de découvertes, de déconvenues aussi. Euh, mais ça s'est très bien passé. Alors j'aimerais qu'on revienne un peu sur ces bergers. J'aimerais comprendre où est-ce qu'ils vivent en dehors de cette transhumance. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu leur contexte, leur cadre de vie? Ben, en fait, la chaîne des Acros traverse vraiment l'Iran de part en part. Donc, ça part du nord-ouest du pays et ça va jusqu'au sud-ouest. Et ces montagnes, ces hautes montagnes, puisque voilà, il y a des cols à 4000 mètres, il y a des pics qui culminent à 5000, 5500 mètres, sont vraiment le territoire de prédilection des Barthéniens.
qui se répartissent au nord et au sud de cette chaîne de montagnes. Donc, ils sont vraiment assis sur le centre de l'Iran, de la plaine qui vient border l'Irak au sud, avec des grandes villes comme Avaz, et qui remonte ensuite vers le nord, avec des grandes villes comme Ispahan, au nord de la chaîne de montagnes. Il y en a qui sont sédentarisés dans ces grandes villes, il y en a d'autres qui partent encore plus loin, comme à Téhéran ou ailleurs, mais leur territoire est vraiment défini par cette chaîne de montagnes, la chaîne des monts Zagros. On a souvent ici, nous, une vision un peu idéalisée de la vie au grand air, et puis, comment dire, de la vie dans les montagnes, très éloignée, on va dire, de la technologie, d'Internet, des réseaux sociaux, enfin, une vie un peu en déconnexion. Comment est-ce qu'on peut expliquer que nous, on souhaite parfois avoir la vie de ces bergers, parce qu'on l'idéalise, et que ces bergers, eux, souhaitent avoir la nôtre, parce que quelque part, ils l'idéalisent aussi? Ben, je crois qu'on veut, l'homme est profondément humain, l'homme veut toujours ce qu'il n'a pas, l'homme regrette ce qu'il a perdu et désire ce qu'il n'a pas encore. Je crois que nous, sédentarisés, pour beaucoup, on est des enfants d'agriculteurs, on a tous des racines d'avant l'exode rural et on sait ce qu'on a perdu, ou en tout cas, on s'attache à cette culture, à ce régionalisme. On est, on le cultive avec un certain romantisme, parfois avec nostalgie aussi. Et c'est peut-être ça qu'on vient chercher dans cet exotisme du bout du monde. Euh, Effectivement, les Bartiari, les nomades sont très conscients de ce qui se passe autour d'eux. Le père de famille qu'on voit dans le film, donc a 18 enfants, et n'a qu'un souhait pour eux, c'est qu'ils étudient en ville. La mère aussi le dit à sa manière, elle ne veut pas que ses enfants subissent ce que elle vit tous les jours en tant que femme qui doit s'occuper de toutes les corvées. Elle était levée avant tout le monde et couchée après tout le monde. C'est-à-dire que quand nous, on se couchait crevé le soir, après 8, 10, 12 heures de marche, elle faisait le pain pour le lendemain. Alors, faire le pain pour une grande tribu, une grande famille, c'est très très long, c'est très chronophage. Et puis le matin, elle se levait 2 heures avant tout le monde. Donc en fait, elle a dormi 2, 3 heures, 4 heures par nuit, tout le temps de la transhumance. C'est une vie qui est très très dure. J'ai le même âge qu'elle. Je crois qu'elle paraît beaucoup plus âgée, elle est beaucoup plus marquée par la vie que moi. Et c'est difficile. Donc, les parents, le père comme la mère, souhaitent que leurs enfants partent étudier en ville. Et il y a quelque chose de remarquable dans le dévouement de ces parents à soutenir leurs enfants vers le départ. Un peu cruel aussi pour ceux qu'ils choisissent, pour ceux qui désignent pour reprendre le flambeau familial, parce que dans ces 18 enfants, il faut qu'il y en ait un, deux, trois qui s'occupent du troupeau. Les autres sont partis en ville et sont vraiment devenus, je ne dirais pas miraculeusement, parce qu'il y a quelque chose de très mérité dans tout ça, mais sont devenus très très bons dans leur matière. Donc il y en a un qui a été classé premier en médecine à l'échelle de tout l'Iran. Il y en a un autre qui était premier de son université de mécanique, un autre qui était ingénieur du bâtiment aussi, qui est sorti très haut la main de son université. Et donc, ce sont des enfants qui sont vraiment extrêmement doués. Et ça nous amène à réfléchir sur les bienfaits de l'école de la nature. En fait, ces enfants qui sont livrés à eux-mêmes, qui ont beaucoup de responsabilités très jeunes parce qu'ils doivent s'occuper d'un troupeau, d'une partie d'un troupeau toute la journée, ont vraiment le sens du devoir. Ils doivent mémoriser des centaines de noms de plantes, savoir quel est leur nom, savoir quels sont les bienfaits ou les méfaits sur le troupeau, sur la digestion des animaux. Ils ont une mémoire qui est absolument fabuleuse. Ils retiennent très, très vite ce que l'instituteur leur donne. Donc finalement, ils sont, je ne dirais pas préparés à aller en ville, mais en tout cas, la nature leur a donné beaucoup d'armes, beaucoup d'atouts pour se débrouiller par la suite. C'était très complet. Est-ce qu'il y a un aspect que tu voudrais évoquer, voilà, sur lequel tu aimerais qu'on développe un peu, que j'aurais pu oublier? C'est un pays qui est magnifique. La nature a vraiment une beauté étourdissante. Les gens font preuve d'un écueil incroyable. La cuisine est absolument fabuleuse. Leur histoire est millénaire. C'est un pays qui est
très très vaste et qu'on ne peut pas découvrir en un ou deux voyages. C'est dommage parce que les Iraniens souffrent de l'effet réducteur des médias qui s'arrêtent effectivement à ces bisbilles géopolitiques, mais il y a énormément de choses à découvrir derrière, que ce soit les déserts, la montagne, euh, la, toutes les dimensions de la culture iranienne qui est vraiment très très grande, très très vaste, millénaire. C'est un pays que j'affectionne énormément et dans lequel j'ai hâte de retourner. Merci infiniment Louis pour ces échanges et puis on te dit à très bientôt en chair et en os dans le Jura pour les rendez-vous de l'aventure. J'espère. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Et si ce film vous enthousiasme, n'oubliez pas de voter pour le prix du public sur notre site internet www.rdv-aventure.fr.